Priorité, l'emploi des jeunes, les artisans en pointe à l'exportation, Raymond Barre à Colmar. Pas de recrudescence nazie en Allemagne, Bonn réagit officiellement. Taïwan, éternelle discorde entre Chinois et Américains. Les astronautes européens dans 3 ans, ils seront allemands. L'homme masqué, Rocheteau, nez cassé demain soir au Parc des Princes. Un pont trop loin, un film, un budget, 12 milliards de centimes. Bonsoir. Oui à la passion de l'écologie, non à la violence. C'est ce qu'a déclaré cet après-midi M. Giscard d'Estaing à Vallouise, au cours de sa visite dans le parc national des Écrins. Le chef de l'État a annoncé que pour répondre aux besoins d'information du public sur l'électronucléaire, il propose de créer un conseil de l'information traitant de ces questions. C'est l'un des 5 points contenus dans le discours du président de la République définissant une nouvelle politique nationale de la montagne et de l'environnement. Le président de la République veut une montagne vivante, active, protégée. La marche qu'il a faite dans les Écrins ne lui a peut-être pas montré la vraie réalité de la montagne, sa beauté en tout cas, mais dans son discours plus tard, M. Giscard d'Estaing a insisté sur plusieurs mesures pour éviter que la montagne soit un désert. Créer des activités variées, aider les collectivités locales, protéger la montagne pour vivre et non pas pour en faire un musée. Pour cela, il faut interdire de construire sur les terres qui servent à l'agriculture, regrouper les constructions en villages et éviter l'anarchie immobilière, sauvegarder la haute montagne. Cette politique de la montagne fait partie d'une politique générale de l'écologie. Lutter contre les pollutions et aménager notre espace à l'échelle humaine doit se faire sans violence. L'écologie appartient aux passionnés et aux non-violents. Et tant mieux si la jeunesse française l'éprouve. Mais elle doit respecter 2 impératifs. Le refus de la violence et la reconnaissance de l'existence des autres droits. Il y a en effet une contradiction de nature entre l'écologie et la violence. C'est la même agressivité de l'être humain qui le pousse ici à saccager et à mutiler la nature et ailleurs à déchaîner des manifestations de violence. L'écologie appartient aux passionnés et aux non-violents. Sur tous les sujets d'écologie, la plus vaste information doit être la règle. Et j'ajouterai l'information la plus libre et la plus objective, avec tout ce que les problèmes que cela soulève et les contraintes à respecter par les uns et par les autres. C'est ainsi que pour mieux répondre aux besoins d'information du public sur un sujet nouveau, dont il ne conteste pas la nécessité, mais dont il ressent et redoute le caractère mystérieux, je veux dire l'énergie nucléaire. Je me propose, en accord avec le Premier ministre, de créer un conseil de l'information électronucléaire, où pourraient siéger des membres d'associations écologiques, à côté de savants et d'experts, pour étudier et proposer toute mesure permettant d'assurer l'information complète du public. J'envisage également d'associer à ces réflexions l'Académie des sciences. De même, j'ai demandé que les dispositions soient prises pour que les élus nationaux, départementaux et municipaux, pour que les représentants qualifiés d'associations et pour que, dans toute la mesure du possible, les enfants des écoles aient toute facilité de visiter les installations électronucléaires pour les connaître et les juger de leurs propres yeux. Créer un organisme pour informer le public sur les problèmes électronucléaires, c'est un souci qui nous animait depuis longtemps ici sur Antenne 2, et une initiative surtout qui cadre parfaitement avec le sujet de notre magazine Question de temps demain soir. Jean-Pierre Elkabbach. Bien, il y a en effet un effort considérable à réaliser, à notre avis, pour chasser les peurs et les superstitions. C'est pourquoi la rédaction d'Antenne 2 aborde depuis plusieurs semaines l'ensemble du problème énergétique et donc le phénomène nucléaire sans tabou et sans phare. Mercredi dernier, souvenez-vous-en, c'était par exemple le soleil.
Demain, vous le savez, Question de temps est donc consacrée précisément à une explication large, libre et ouverte, à laquelle vont participer le ministre de l'Industrie René Monory, accompagné de responsables de l'EDF et du CEA, et des spécialistes de la CFDT, de la CGT, surtout de l'écologie. Avec Louis Berriot, j'ai déjà annoncé que d'ici la fin de l'année, 3 magazines Question de temps seront consacrés à tout ce qui concerne l'énergie et le nucléaire. Les Français ont compris qu'il s'agit là, avec l'emploi, d'un des problèmes majeurs qui les conduit déjà à l'an 2000, que le monde industriel entre dans une transition en matière d'énergie. Quel choix après le pétrole, s'il doit y avoir un choix, que toutes les grandes notions politiques en découlent, l'indépendance, l'emploi, un certain progrès. Enfin, que le débat se pose dans les mêmes termes pour toutes les tendances et les formations politiques. Si l'implantation de centrales nucléaires et d'un surrégénérateur en France pose des problèmes de sécurité, si le cycle du combustible comporte encore des incertitudes ou des risques, il faut le dire, nous verrons demain. Il faut savoir de quelle façon, en tout cas, les experts y répondent, mais ce n'est pas seulement l'affaire des experts. Il nous semble que cette démarche ne peut plus avoir lieu sans vous. En tout cas, le moment de l'explication est venu, et pourquoi pas de la confiance. N'oubliez donc pas, demain, Question de temps à 21h40. Monsieur Raymond Barre poursuivait lui aujourd'hui son mini-tour de France des régions les plus touchées par le chômage. Le Premier ministre était à Colmar aujourd'hui. Il a affirmé qu'il n'y aurait pas de relance globale de l'économie, qu'il n'y aura pas de récession non plus. Raymond Barre a lancé ensuite un appel particulier, comme il l'avait déjà fait à Montpellier d'ailleurs, un appel aux artisans pour qu'ils embauchent davantage. Les jeunes doivent comprendre qu'ils doivent aller vers les emplois disponibles et ne pas se borner à attendre l'emploi qu'ils souhaitent. Il est bien sûr possible de refuser tel ou tel emploi, mais s'il y a refus d'emploi, qu'on ne vienne plus ensuite se présenter en demandeur d'emploi. C'est la dernière phrase prononcée cet après-midi par Raymond Barre avant son retour à Paris. Une visite éclair sans protocole comme toutes celles que fait le Premier ministre pendant ce mois d'août. Une visite axée essentiellement sur les problèmes de l'emploi, même lorsqu'il s'agit de parler du programme de législature qu'il présentera prochainement. Le Premier ministre trouve là un moyen détourné de répondre aux propos tenus hier soir par Jacques Chirac. Je n'ai pas l'intention de présenter un programme commun de gouvernement aux représentants des partis. J'ai dit au mois de juillet dernier, je répète, que le gouvernement, sous l'autorité du président de la République, présentera aux Françaises et aux Français, avant les élections législatives, les objectifs d'action qui, en dehors de toute démagogie, et compte tenu de l'effort de redressement à accomplir, pourraient être poursuivis au cours des prochaines années. Vous pouvez être certain que dans des objectifs de ce type, ce n'est pas seulement l'emploi des jeunes, mais l'emploi tout court, qui tiendra une place importante, parce que je crois que dans les sociétés modernes, nous disposons d'un certain nombre de moyens qui permettent de réaliser de façon régulière un niveau satisfaisant de l'emploi. Pendant que le Premier ministre discutait, 300 CGTistes manifestaient devant la préfecture. À noter l'absence de la CFDT qui estime qu'elle doit d'abord lutter à l'intérieur des entreprises en difficulté. Les autres syndicats, eux, ont été reçus par M. Barre. Les mesures que préconise M. Barre ont eu très peu d'effet chez nous, car comme je vous le dis, on cherche une main-d'œuvre qualifiée. Nous demandons notamment une réforme structurelle de l'apprentissage pour qu'elle soit de nouveau fixée à 15 ans, et ceci pour une durée de 3 ans. L'Alsace, la France est le seul pays européen qui fait un apprentissage en 2 années, alors que tous les autres pays le font en 3 ans. Et puis, Raymond Barre a profité de ce voyage à Colmar pour parler de l'indice des prix du mois de juillet. Et il a reconnu que cet indice serait élevé. Les prévisions que nous faisions pour l'indice du mois de juillet étaient encore la prévision d'un indice fort, parce que nous avons eu au mois de juillet certaines augmentations de prix, par exemple l'augmentation des prix de l'automobile. Les prévisions que nous faisons pour la deuxième partie de l'année
sont des prévisions qui tiennent compte, qui admettent, sans complaisance excessive, je crois, une nette décélération des prix. Raymond Barre sera jeudi à Toulouse et en marge de ses discussions avec les responsables locaux de l'emploi, les militants communistes lui remettront une pétition. Ils demandent au Premier ministre de lancer sans tarder la construction de l'avion A200, un avion dont les plans et la maquette ont été présentés aujourd'hui au cours d'un meeting organisé par les employés de la SNIAS appartenant au Parti communiste. L'amiante est un produit utile mais dangereux. Utile, ce n'est plus à prouver, on s'en sert dans le bâtiment, dans l'automobile. Dangereux, l'amiante l'est surtout pour les ouvriers qui travaillent dans les usines fabriquant ce produit. Depuis longtemps, les syndicats réclamaient des mesures de protection. Il y a eu des morts à cause de l'amiante. Le gouvernement a décidé ce matin une nouvelle réglementation. Voici des fibrilles d'amiante, une menace pour les poumons. Et pourtant un matériau que l'on retrouve partout du fait de ses qualités exceptionnelles de résistance à la chaleur, à la traction, aux corrosions chimiques. Il y a de l'amiante dans les isolants, les joints ou les filtres utilisés dans le bâtiment, la construction navale, l'industrie automobile ou pharmaceutique. Le danger de l'amiante, c'est l'asbestose, une maladie sournoise qui s'apparente à la silicose des mineurs et qui facilite le développement du cancer des voies respiratoires. Des affections lentes à se déclarer, mais qui ont été à l'origine de 12 décès parmi le personnel de l'ancienne usine d'Amisol, près de Clermont-Ferrand. On y respirait de l'amiante à plein poumon. La réglementation adoptée aujourd'hui concerne les 14 000 travailleurs de l'amiante. Elle impose notamment un seuil maximum légal de présence d'amiante dans l'atmosphère des ateliers et prévoit la mise en place de nouveaux procédés d'assainissement. De plus, chaque salarié exposé aux poussières sera désormais doté d'un dossier médical spécial. Il pourra ainsi être suivi, voire pris en charge, même si la maladie se déclare longtemps après son départ de l'usine. Le débat sur l'actualisation du programme commun, les radicaux de gauche se sont rangés du côté des socialistes, tandis que le Parti communiste, par son bureau politique et par un article de Roland Leroy dans Le Monde, ce soir, demande au Parti socialiste la poursuite des négociations avant la rencontre au sommet des partis de gauche en septembre. Côté majorité, 6e réunion demain de leurs représentants. Elle sera essentiellement consacrée, cette réunion, à l'élaboration d'un manifeste. Je vous rappelle que Jacques Chirac a réaffirmé hier son opposition à l'élaboration d'un programme de législature. Demain, comme chaque mercredi, Conseil des ministres, 3 gros dossiers. La traduction dans les textes des mesures annoncées cet après-midi donc par le chef de l'État à Val-Louise, mesures concernant l'aménagement et la politique de la montagne. Monsieur de Guéringros lui parlera de son voyage en Afrique et de la position de la France en matière de limitation des armements. Madame Veil évoquera la situation des mères de famille isolées et des veuves. Perdre son compagnon, son époux, c'est parfois d'un seul coup la solitude et l'angoisse. Mais c'est souvent aussi le début des tracasseries administratives, comptes bancaires bloqués, problèmes avec la sécurité sociale, j'en passe. Même Madame Massonnet, épouse d'un conseiller d'État, a connu toutes ces difficultés. Elle en a fait un livre, Madame Veuve, pour essayer d'aider les autres femmes qui, elles aussi, restent seules. J'ai eu une vie merveilleuse parce que j'ai été mariée à un homme que j'aimais. Sa mort, qui a été très rapide, il est mort en un quart d'heure, a été d'autant plus rude que je ne m'y attendais pas. Et de ce fait, je me suis retrouvée tout à coup seule, parce qu'on ne pense jamais à la mort quand on est heureux. Ou du moins, si parfois nous y pensions, eh bien, ça nous paraissait une chose impossible que l'un parte avant l'autre. Vous savez, les souffrances des autres, on ne les souffre pas réellement. Il faut y passer soi-même pour savoir ce que c'est. Et c'est là où j'ai découvert la peur, la solitude, le silence. Et aussi les chinoiseries administratives, cette machine à écraser les veuves. Je pense qu'il est inadmissible tout de même que du jour au lendemain, les femmes se trouvent avec toutes leurs ressources coupées. Vous avez un compte en banque, il est bloqué.
Du jour au lendemain, je n'ai la sécurité sociale bloquée. Je n'avais plus le droit d'être malade, car 2 ministères se disputaient justement l'immatriculation de mon mari. Je trouve ça très regrettable. Et je pense aussi qu'il faudrait abréger énormément les formalités. Pour arriver à régler la situation de mon mari, j'ai eu à fournir 41 pièces d'état civil. On me les a demandées au fil des jours, goutte à goutte. On laisse, selon l'expression consacrée, la veuve à sa douleur. C'est-à-dire que tout à coup, vous vous retrouvez dans un silence extraordinaire que rien ne vient rompre. Vous n'avez plus de coup de téléphone, plus personne ne vient vous voir, sauf quelques amis chevronnés, des amis qui sont de rue de Lapin, et qui osent affronter votre peine. Et vous parlez naturellement de celui qui est parti. Je crois que cette conspiration du silence est une chose extrêmement pénible à supporter. Il faut avoir été aussi seul qu'on l'est après une catastrophe pareille pour se rendre compte de la valeur d'un sourire, d'un bonjour que quelqu'un vous adresse dans l'escalier, dans la rue, et de cette joie extraordinaire qu'on éprouve quand tout à coup quelqu'un vous demande de partager un simple repas de famille et que vous ne vous retrouvez plus seul à votre table de salle à manger. Les Français voient des néo-nazis partout en Allemagne. C'est l'un des gros titres du journal de Francfort aujourd'hui, l'une des retombées évidemment de l'affaire Kappler. En fait, dit le journal de Francfort, il suffit qu'une douzaine d'anciens nazis se réunissent dans une arrière-salle de café pour que la presse française en particulier trouve cela plus important que le recul constant du mouvement néo-nazi au cours des dernières élections. En exclusivité pour Antenne 2, le porte-parole du gouvernement allemand explique qu'il ne faut surtout pas faire un amalgame. Nous accueillons ces critiques avec souci. Je vous rappelle que les Allemands, d'une élection à l'autre, témoignent d'une maturité démocratique et anti-nazi considérable. L'extrême droite n'atteint plus que 0,2% des votes aux élections fédérales et régionales. C'est un résultat que la plupart de nos voisins en Europe n'atteignent pas, ni la Grande-Bretagne, ni la France, ni l'Italie. Nous ne pouvons que demander à nos amis critiquants de regarder sur la République fédérale et de s'en rendre compte des réalités. Willy Brandt, dans une lettre à Helmut Schmidt, a demandé des mesures afin de limiter les activités néo-nazis en Allemagne. C'est la preuve qu'elles existent. Sont-elles justifiées, ces critiques, ces inquiétudes, à votre avis? Alors, il faut d'abord mettre au clair que la lettre de M. Brandt à M. Schmidt date du mois de juillet. Il y a 6 semaines qu'il a écrit cette lettre. En général, Willy Brandt se fait les mêmes soucis que le chancelier, vu l'écho à l'étranger. Mais c'est l'écho plus que les activités néo-nazis dans notre pays qui nous intéressent. Les activités sont minimes, mais l'écho à l'étranger en est considérable. Apparemment, la République fédérale, au moins dans l'impression qu'elle éveille à l'étranger, n'a pas encore la possibilité d'être, comme l'on peut dire, un État comme les autres. Est-ce là un facteur émotionnel, une réalité politique dont votre gouvernement tient compte dans sa politique, dans son comportement? Mais oui, nous en tenons soigneusement compte, il le faut. Il le faut malheureusement. D'autre part, il est fortement regrettable que quelques-uns dans nos peuples voisins, je ne parle pas des gouvernements, ce n'est pas le cas avec les gouvernements, mais quelques-uns dans les peuples, ne nous permettent pas d'être un État comme les autres.
Monsieur Cyrus Vance à Pékin. À son arrivée hier, repas chinois avec des baguettes. Ce soir, spectacle d'acrobatie chinoise. Entre-temps, 2 entretiens avec les dirigeants de Pékin et début de quelques figures acrobatiques diplomatiques. Car de part et d'autre, on ne semble pas tellement d'accord sur la meilleure façon d'améliorer les relations entre la Chine et les États-Unis. Au centre des discussions, il y a l'autre Chine, Taïwan. Les Chinois de Formose, qui étaient précisément l'élément essentiel de la déclaration de Shanghai signée en 1972 entre Américains et Chinois. Et les nouveaux dirigeants de Pékin ne laissent rien au hasard. Quelques heures à peine avant l'arrivée de Cyrus Vance, chacun pouvait prendre connaissance du discours prononcé par le président Hua Kofeng au 11e congrès du Parti communiste. Avec cette petite phrase, « Washington doit d'abord rompre avec Formose et retirer ses troupes de l'île. Les relations sino-américaines ne pourront s'améliorer qu'à cette condition. » Position difficilement acceptable pour les Américains, Cyrus Vance s'est contenté, au cours du banquet offert par le ministre chinois des Affaires étrangères, de répéter que de bonnes relations entre les États-Unis et la Chine étaient essentielles pour la paix en Asie et dans le reste du monde. Cyrus Vance devra peut-être pourtant se montrer plus précis sur les intentions de la nouvelle administration Carter. Comme l'a fait à 2 reprises en 1975 son prédécesseur Kissinger, le secrétaire d'État américain doit rencontrer demain le vice-premier ministre Deng Xiaoping, un redoutable interlocuteur selon Henry Kissinger lui-même, et qui répétera à Cyrus Vance l'avertissement lancé par les plus hauts dirigeants chinois visant sans doute l'Union soviétique. Il y aura à plus ou moins longue échéance une guerre mondiale indépendamment de la volonté humaine. Avant de passer au développement des autres titres, Gérard Mérigot, une dernière nouvelle. Oui, une dépêche AFP, il y a en ce moment une manifestation antinucléaire à Paris et de petites escarmouches ont éclaté entre les forces de l'ordre et les dissidents du rassemblement qu'avait organisé le comité Malville pour protester contre les inculpations qui frappent 7 jeunes gens. À la fin de ce rassemblement, alors que les organisateurs avaient appelé à la dislocation, les groupes de manifestants ont emprunté le boulevard Sébastopol. Les CRS et les gendarmes mobiles qui les suivaient ont alors reçu des projectiles divers et ont chargé à plusieurs reprises, mais pour l'instant aucune grenade lacrymogène n'a été lancée. Bien. Si vous vouliez devenir le premier astronaute français, eh bien c'est trop tard, il fallait vous y prendre avant. L'enquête médicale et scientifique est terminée. Et puis de toute façon, les Allemands ont pris une bonne longueur d'avance, puisqu'ils ont déjà désigné leurs 5 candidats pour la place d'astronaute à bord du laboratoire construit par l'Europe et envoyé dans l'espace dans 3 ans grâce à la fameuse navette spatiale, celle qui a réussi ses premiers essais en vol libre il y a quelques jours de cela. Parmi ces 5 hommes se trouve le premier Européen qui ira dans l'espace. Il s'agit en effet des 5 sélectionnés allemands pour le vol qui emportera à la fin de 1980 un Européen autour de la Terre en compagnie d'un équipage américain. 4 de ces hommes sont des physiciens, le 5e est pilote d'essai. L'un d'entre eux volera donc à bord de la navette spatiale. Il travaillera dans ce laboratoire, placé dans la soute, sur le dos, le Space Lab, construit donc par l'Europe. Bien sûr, chaque pays européen peut prétendre avoir son candidat choisi pour être le premier, mais les Allemands construisent à plus de 50% le Space Lab et ont donc une priorité de fait. De plus, la NASA a déjà choisi des candidats pour le 2e vol et ils sont anglais. Les Français, pendant ce temps-là, achèvent leurs examens médicaux, mais le Centre national des études spatiales ne semble pas très pressé de montrer ses candidats. Un dernier mot pour vous dire que ces hommes ne sont pas super entraînés, ce sont des scientifiques en bonne condition physique, c'est tout. Dans 3 ans, cela suffira pour voler autour de la Terre. C'est ça le vrai progrès. En football, Pelé en Chine pour sa tournée d'adieu. Le roi Pelé, 37 ans, ira fin septembre à Pékin pour 2 matchs avec son équipe du Cosmos de New York. En France, la fédération a fait ses comptes pour la 3e journée du championnat de France. Nombre record de spectateurs. Le 16 août dernier, dans les tribunes des stades, 176 098 spectateurs. Et puis, Michel Hidalgo a fait connaître aujourd'hui la composition de l'équipe de France qui doit rencontrer le club allemand de Hambourg demain soir à 20h30 au Parc des Princes. Match amical, match difficile quand même, et qui devrait là encore attirer la grande foule. La voici, cette composition en équipe de France. Avec à l'avant en particulier Rocheteau, Pécou et Saramagna. En milieu de terrain, Batnes, Sinagel et Platini. A remarquer quand même l'absence de Sanoun en milieu de terrain. Et pour cause, au cours de l'entraînement, aujourd'hui, le Nantais, ici en maillot rouge au milieu de l'écran, a été pris d'un malaise. Ce soir, Sanoun va beaucoup mieux. Michel Hidalgo a quand même préféré le laisser sur la touche pour demain soir. Sinagel fera sa rentrée en équipe de France. Mais l'attraction de ce stage de préparation, c'était le nez cassé de Rocheteau. Ce nez qui a des traits du visage a détruit l'harmonie et dont s'est inquiété Thierry Roland cet après-midi.
Alors Rocheteau-Sonnet. Le sonnet, il est très bien, je crois. Il est un peu jaune? Oui, enfin, il est bleu sous les yeux. Mais enfin, j'ai sorti mon masque aujourd'hui, justement. Je le mets uniquement pour les entraînements. Mais bien que ça me gêne un peu, je ne sais pas encore demain si je vais jouer avec ou sans. C'est-à-dire que le problème, c'est que ça doit rétrécir un peu le champ de vision, non? Oui, c'est ça. Et puis c'est quand même gênant, on y pense, quoi. Alors que sans masque, sans rien du tout, j'y penserais moins. Enfin, le problème, c'est que ça me protégera un petit peu, quoi. Là, vous êtes à la merci d'un coup, c'est très Ouais, douloureux. je suis à la merci de me refaire casser le nez, c'est tout. Ça fait mal? Donc, ouais, ça fait un petit peu mal. Et je crois, Dominique, que si vous êtes venu ici, cela le prouve, vous tenez beaucoup à l'équipe de France, non? Oui, je tiens beaucoup à l'équipe de France. De toute façon, je crois que n'importe quel joueur qui est sélectionné, s'il est apte à jouer, doit répondre présent et doit se faire un devoir de jouer, quoi. Et vous avez prouvé en tout cas qu'avant cet accident, qui finalement n'était qu'un petit incident de parcours, vous étiez en très bonne forme et vous aviez démarré la saison sur le bon pied. Oui, c'est certain. Depuis le début de saison, je me sens très bien et je ne voudrais pas que justement ce petit incident freine disons, mon élan, quoi. Le moral est bon. Ouais, le moral est très bon. Bon pied, bon nez. Cinéma maintenant, sorti demain en France, simultanément à Paris, Montpellier, Marseille et Toulon, d'un film américain de Richard Attenborough, Un pont trop loin. C'est un film de guerre, pas comme les autres, puisque c'est l'histoire d'une défaite. Une défaite qui a coûté cher en 1944, en hommes et en matériel. Une défaite qui a coûté cher aujourd'hui aux producteurs. Le film a coûté 3 fois plus que la bataille elle-même. Le dimanche 17 septembre 1944, 35 000 parachutistes des forces alliées devaient atterrir en Hollande et s'emparer des 6 ponts principaux menant à la frontière allemande. Mais le maréchal Montgomery, qui avait conçu l'opération, était allé un pont trop loin. 32 ans plus tard, les producteurs Joe Levin et le réalisateur Richard Attenborough reconstituent en 9 mois cet épisode de la guerre qui avait duré 9 jours. Les records de dépenses sont battus, 12 milliards et demi de centimes au total. Robert Redford à lui seul ayant touché 1 milliard pour un mois de tournage. La distribution réunit tout le gratin du cinéma, de Dirk Bogarde à Sean Connery, en passant par Laurence Olivier, Hardy Kruger, Maximilien Schell, James Caan, Michael Caine, Lee Ullman. Tous les costumiers d'Europe ont été dévalisés, les avions, les tanks, les jeeps, les canons et les armes ont été empruntés à des musées et à des collections privées. Un officier journaliste français a assisté à la véritable bataille d'Arnhem dans des conditions singulières. À l'aube du débarquement aéroporté, j'étais dans un camp d'officiers qui était à côté de Münster, donc à 30 km au vol d'oiseau de la frontière allemande et 60 km d'Arnhem. Et nous nous sommes aperçus tout de suite qu'il devait y avoir un coup de Trafalgar dans le secteur, vu qu'il y avait une intense activité aérienne, alliée bien entendu, et que quand nous sommes passés près de la gare de Münster, la gare était déjà pilonnée, et il y avait toute cette espèce d'impression toujours de tremblement de terre qui se passait quand les bombardements étaient intenses. Est-ce que vous avez su à l'époque que c'était un échec? Non, bien entendu. D'abord, comme nous avions la radio clandestine, donc c'est la BBC, vous pouvez imaginer que c'est pas la BBC qui aurait annoncé que c'était un désastre militaire. Et puis nous étions tellement contents. Pour nous, les bombes qui tombaient, c'était des crottes en chocolat, j'ai pas besoin de vous dire. Et même entre nous n'aurions pas voulu admettre que c'était un désastre. Ça a d'ailleurs été su pratiquement qu'après la guerre. Et entre nous, beaucoup depuis la mort de Montgomery. Vous avez vu le film, est-ce que vous pensez qu'il est fidèle à la réalité? Pour une fois, je n'ai pas trouvé une anomalie. Généralement, il m'arrive toujours de trouver un képi français ridicule, ou un bouton de guette qui manque, et là, il y a absolument... D'ailleurs, le film a été supervisé par le général Gavin. Est-ce que vous pensez que c'est utile de dépenser autant de milliards pour reconstituer une bataille de ce genre? Oui, parce que je trouve que le cinéma, maintenant, nous donne des moyens qui sont infiniment supérieurs, par exemple, à nos Malais et Isaac, imaginez un petit peu nos classes d'histoire. Bon, la guerre de 14, moi je l'ai vécue par les récits d'amis de ma famille qui avaient fait des choses extraordinaires pendant la guerre. C'est pas dans les bouquins que je les ai vus.
La météo pour demain. Le temps demain sera très brumeux le matin sur l'ensemble du pays. Quelques ondées vont se produire sur l'est, le nord, le nord-est et la Corse. Orage possible l'après-midi. Quelques belles éclaircies quand même devraient se développer un peu partout. Il y aura de la pluie en Bretagne et en Normandie le soir. Attention aux rafales de vent sur l'Atlantique et la Manche. Hélène Vida vous présentera la dernière édition du journal, juste après les dossiers de l'écran et la dernière croisade. C'est le titre du film présenté ce soir, c'est-à-dire vers 23h30. Je vous retrouverai demain soir avec plaisir et je vous souhaite une très belle soirée.